Le montage vidéo. Voilà un domaine de plus en plus indispensable qui semble fasciner plus d'une personne. Un métier au cœur de l'image et du son, qui permet de créer des histoires, de véhiculer des messages, et plus simplement de transmettre des émotions à un spectateur. Avec l'arrivée du numérique, cela n'a jamais été aussi simple que de faire du montage pour réaliser toutes sortes de films, de vidéos ou de productions audiovisuelles. Néanmoins, si faire du montage semble accessible et qu'il est plus ou moins intuitif de coller bout à bout des fragments d'images et de sons, dans les faits, qu'est-ce que le montage vidéo? Quelles sont les qualités requises pour devenir monteur? Et par-dessus tout, pourquoi est-ce un métier compliqué? Bien pour commencer, si vous ne me connaissez pas encore, il serait alors convenable que je vous fasse une petite présentation. On m'appelle Yoshi, j'ai 22 ans, j'ai terminé mes études en école de cinéma, et cela fait 5 ans que j'apprends et que je pratique le montage vidéo dans des conditions professionnelles. En 5 ans, j'ai eu le temps d'apprendre beaucoup de choses, de faire des erreurs, et surtout de développer mon style, mes compétences et mes connaissances dans ce métier si passionnant. Aujourd'hui, même si on peut encore me considérer comme un jeune monteur, et qu'il me reste sûrement des choses à apprendre, j'ai au moins le plaisir de pouvoir vous raconter toute cette culture que j'ai pu acquérir et fructifier durant ces 5 dernières années. C'est pourquoi, permettez-moi de vous présenter ma vision de ce que ça fait d'être monteur au XXIe siècle. Dans un premier temps, revenons dans le passé et essayons de définir ce qu'est le montage audiovisuel. On considère que le cinéma apparaît en 1895 avec l'invention du cinématographe par les frères Lumière, et il faut savoir que les premiers films de l'histoire sont simplement des plans-séquences d'une minute où on représente différentes scènes du quotidien à partir d'un cadre fixe. Tout est donc filmé en une seule prise, et il n'y a donc pas de montage. Si l'idée est au départ une volonté d'être au cœur de la réalité, les premières fictions apparaîtront dans la foulée et seront principalement des comédies dans le but de divertir le spectateur. Concrètement, les premières notions de montage apparaissent en 1899 dans le film Gold Rush Scenes in the Klondike de Thomas Crahan et de Robert K. Bonin, où on constate la succession de 5 prises de vue qui illustrent la fameuse ruée vers l'or au Canada. Le principe est ici tout simple, raccorder plusieurs morceaux de pellicule dans le but de constituer un film. On découvre alors pour la première fois que l'assemblage de ces 5 plans instaure une narration. Une coupure de journal affiche les conséquences désastreuses de la ruée vers l'or, et on illustre derrière ce phénomène par des chercheurs d'or qui exercent cette activité. En seulement 1 minute, ce court film tient donc un message engagé par sa nature à prévenir du danger économique de la ruée vers l'or, et représente ici le premier véritable documentaire de l'histoire du cinéma. Par la suite, la fiction utilisera très souvent des cartons textuels pour instaurer des dialogues entre les personnages ou donner des explications aux spectateurs sur le récit du film, puisqu'il faut se rappeler que les premiers films sont muets et qu'il faudra attendre 1927 avec le chanteur de jazz d'Alan Crosland pour assister au premier film parlant et sonore de l'histoire. Sur ces premières productions, on constate que le montage est au départ essentiellement visuel, et qu'il a principalement pour but de servir une narration ou d'appuyer un message. Cela peut paraître tout bête, mais à la base, le montage sert à définir une situation initiale, des péripéties et son dénouement, de créer la fameuse structure narrative en 3 temps, un début, un milieu et une fin. Ainsi, en rythmant la durée de plusieurs plans et en les raccordant entre eux, on peut raconter à peu près tout ce qu'on veut au spectateur, passant par le documentaire en Arctique avec Nanook l'Esquimau, le film de propagande avec le cuirassé Potemkin, le film d'horreur avec Nosferatu, les classiques comédies de Chaplin et de Buster Keaton, ou encore la science-fiction avec Metropolis. Mais qu'en est-il de l'émotion dans tout ça? Eh bien, si raconter une histoire est une chose, faire ressentir une émotion en est une autre. Et c'est notamment le réalisateur russe Lev Kuleshov qui théorisera sur ce sujet au début des années 20, avec le fameux effet Kuleshov. En effet, par le biais d'un jeu d'acteurs très subtil, si on associe le plan de cet homme avec une autre image juste avant, il nous fait véhiculer différentes émotions selon l'association qu'on en fait. Faisons l'exercice ensemble sur 3 situations. L'appétit, la tristesse, et le désir. Kuleshov nous dit ici qu'à travers d'une image et d'un simple regard,
on pouvait alors manipuler l'émotion créée chez le spectateur par le biais du montage. C'est la représentation de la fameuse chaîne de cause à effet, lier deux éléments entre eux pour en dégager une information. Ici en l'occurrence, une contextualisation qui entraîne une émotion. L'objectif est de susciter l'empathie du spectateur, qu'il puisse avoir les éléments nécessaires pour s'identifier à un personnage ou à une situation, et par conséquent se plonger au cœur du film qu'il regarde. Bien sûr, il existe moult manières de créer de l'émotion chez un spectateur, et le montage n'est autre que le moment qui permet de sublimer les instants les plus marquants du tournage. Au fil des années, chaque genre cinématographique développera son propre code, et effectuer le montage devient alors tout un langage technique à assimiler, selon des intentions précises données par le réalisateur. Naturellement, l'arrivée des films sonores et donc l'ajout du montage auditif viendra faciliter la compréhension de la narration et renforcera l'intensité émotionnelle que l'image à elle seule pouvait générer jusqu'à présent. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. À ce stade, on a essentiellement parlé des origines du montage, et donc plus précisément du montage sur pellicule. Mais avec l'arrivée du numérique en fin 90, début des années 2000, il est alors possible de réaliser le montage sur un ordinateur et de considérablement améliorer le temps de travail. Imaginez, passer d'une table de travail avec des kilomètres de pellicules à gérer et à stocker, pour aujourd'hui travailler sur un super ordi qui gère vos heures de rush sans encombrement, c'est carrément une révolution technologique. Bien entendu, l'arrivée du numérique implique de nouvelles normes de travail. Basculement du 4/3 vers le 16/9, de meilleures résolutions, la gestion de la cadence de l'image, la démocratisation des effets spéciaux, c'est toute une industrie qui fait peau neuve avec l'apparition du numérique. Au-delà du montage, c'est tout le processus de la création vidéo qui s'est simplifié, au point que cela puisse devenir accessible à tous ceux qui ont les moyens de s'acheter une caméra, de quoi enregistrer du son, et d'un ordinateur pour monter. Cette transition numérique va être profitable pour le monteur, puisque de nouveaux secteurs vont faire de plus en plus de la communication par la vidéo. Bien entendu le cinéma et la télévision, mais aussi grâce à l'émergence d'Internet, de nombreuses entreprises, des associations, des vidéastes indépendants qui font eux-mêmes leur promotion par le biais des incontournables réseaux comme Facebook, Twitter, Instagram, et surtout YouTube. Ainsi, par la visibilité et le partage, ces plateformes permettent à ce que diverses structures puissent affirmer leur existence, que ce soit dans le but de vendre un produit, de vendre un service, défendre une cause ou plus simplement, répandre et partager une passion commune. La vidéo devient alors le média du futur, la méthode pour communiquer et partager ce dont on souhaite efficacement, et peut parfois représenter le cœur de la réussite pour certaines structures. Autrement dit, c'est une véritable industrie de la vidéo qui s'est développée depuis le début des années 2000, et les monteurs sont plus que jamais sollicités. Mais comment travaille le monteur? Sur une table de montage ou sur un ordinateur, ça on le sait, mais comment raisonne-t-il pour établir ces différentes étapes de travail? Que vous travaillez dans le cinéma, pour une entreprise ou pour des projets personnels, la démarche sera plus ou moins la même. Parce que le montage est avant tout une écriture. On l'appelle d'ailleurs la troisième écriture dans le cinéma, celle qui vient après la première, celle du scénario, et après la deuxième, celle du tournage. Ainsi, à partir d'images et de sons, le monteur écrit un film comme il peut écrire une vidéo, un reportage, une pub, un clip, et tout ce qui peut se regarder sur un écran dans la limite de son imagination. Il débute en général par ce qu'on appelle un dérushage, c'est l'étape où il va décortiquer toute la matière qu'il a à sa disposition, il va analyser tout ce qui a été tourné, tout ce qui a été enregistré, et faire un bilan de ce qu'il a ressenti émotionnellement en voyant les images et en écoutant le son. C'est une étape décisive qui lui demande de la concentration, là où il va choisir là où les meilleures prises et éventuellement signaler les différents problèmes de tournage. En cas de pépin, ce sera alors de son ressort de trouver une solution, ou du moins une manière de corriger un problème. S'il ne peut rien arranger, c'est sans doute parce que le scénario est soit mal écrit à la base, ou soit que le tournage a subi des problèmes techniques. Souvenez-vous que même s'il est un artiste, le monteur est avant tout un technicien et non un magicien, et qu'il ne faut pas nécessairement toujours le blâmer. Maintenant, là où on peut le blâmer, c'est dans sa manière de rythmer et de raccorder les plans. Au-delà de lire et ressentir une émotion, ça sera son travail que d'assurer la continuité du récit, de faire en sorte que le spectateur puisse comprendre chaque information, de trouver le bon tempo qui lui permettra d'interpeller son public, et donc de transmettre au mieux les émotions que lui a ressenties.
Par exemple, s'il va trop vite, l'information sera-t-il lisible et provoquera une certaine gêne dans la compréhension de ce qui est exprimé. A l'inverse, s'il est trop lent, il risque d'ennuyer le spectateur et de perdre son implication dans le visionnage. Le tout est donc de trouver cet équilibre qui résulte quelque part d'une certaine musicalité, et ainsi de mettre en place le début, le milieu et la fin, de manière à ce qu'il puisse constamment captiver le spectateur. C'est pas mon tempo, c'est pas grave, pas de soucis, on y retourne. Théoriquement, son montage démarre avec un bout à bout de tout ce qui a été tourné, puis il essaiera de trouver les bonnes transitions pour donner plus de rythme, et rajoutera éventuellement des bruitages, des musiques, quelques retouches colorimétriques, pourquoi pas un peu d'effets spéciaux, dans le but de donner plus d'intensité et de créer une unité. Bien sûr, le monteur n'est pas obligé de maîtriser tous les aspects de la post-production, et il n'est pas rare qu'il ait à travailler avec des techniciens spécialisés dans le son, dans l'image, dans les effets visuels, ou même à avoir des assistants monteurs. Mais plus il sera capable d'être polyvalent, plus il aura le contrôle de ce qu'il souhaite faire au montage. Et comme à la manière de savoir jouer du piano, il faut des années de pratique avant de pouvoir maîtriser véritablement l'art du montage, que ce soit par la prise en main avec les différents logiciels, de comprendre leur arborescence, de trouver son automatisme, jusqu'à comprendre la mécanique de l'information et de l'émotion. Comment en créer, comment les transmettre, comment raconter un récit pour véhiculer ses intentions. D'où la nécessité à ce que le monteur soit réceptif au visionnage et qu'il ait une bonne culture générale pour comprendre les codes de chaque format audiovisuel et qu'il puisse puiser dans ses inspirations pour qu'ils correspondent au mieux avec les intentions de réalisation. Bien qu'il soit devenu accessible et nécessaire, le montage est un domaine très méticuleux, pouvant parfois se jouer à l'image près, et qui demande beaucoup de patience. Il n'est pas rare que des projets de quelques minutes puissent durer des semaines voire des mois, et il est encore moins rare qu'il faille retoucher de nombreux passages pour que cela puisse correspondre au mieux à notre envie créative. Vous avez bien lu le titre de ce chapitre, et vous vous demandez sans doute comment un métier qui se démocratise autant pourrait être en péril. Eh bien, plusieurs raisons à cela. D'une part, comme le montage vidéo est devenu très accessible, il est aussi de moins en moins normé. Hormis dans les très grosses productions, il n'appartient qu'aux créateurs de définir ses propres normes de montage. Vous souhaitez travailler en Full HD, en 4K ou bien en SD, il ne tient qu'à vous d'établir votre propre cahier des charges, même si certains choix peuvent améliorer votre confort de travail, mais dégrader le confort de visionnage du spectateur. C'est pourquoi vous pouvez vous balader sur YouTube et tomber sur une vidéo en qualité 1080p, comme tomber sur une vidéo en 144p. Le métier a une tendance à devenir de moins en moins professionnel, et à laisser un certain amateurisme émerger sur le marché de la vidéo. Cela dit, l'amateurisme n'est pas toujours synonyme de quelque chose de nécessairement mauvais. Le fait qu'il y ait moins de montage, voire pas de montage, peut permettre de renforcer une certaine proximité avec le spectateur, de parler plus librement, de présenter sa personnalité, dans une dimension de sociabiliser grâce à la vidéo, comme en témoignent de nombreux vidéastes facecam qui tirent leur épingle du jeu par leur talent d'orateur et d'animateur, plutôt que de miser sur un travail de montage qui demande plus de temps, de connaissances et de pratique dans la démarche d'une production audiovisuelle. En soi, c'est le développement d'une mentalité plutôt laxiste et permissive pour mettre l'accent sur la liberté de créer sur Internet. D'autre part, vous vous souvenez que j'ai parlé d'industrialisation de la vidéo ? Eh bien, même si celle-ci favorise un certain essor économique, il menace aussi indirectement le métier. Pour vous illustrer mon propos, je vais vous reconstituer une situation qui m'a mis hors de moi durant mon stage de fin d'études. Dans une entreprise, mon travail était de mener le tournage et le montage d'interviews et de les publier sur Internet. Cependant, alors qu'on me demande de travailler dans un rythme assez effréné, je ne suis alors pas satisfait du montage que j'ai effectué, et je demande donc un peu de temps supplémentaire pour améliorer le rendu définitif. À ce moment-là, mon but est de prendre soin de mes interviews, d'au moins transmettre un caractère informatif ou divertissant pour les internautes, et, si vous me permettez l'expression, donner l'impression que celui-ci ne consomme pas de la merde. Mais mon maître de stage, en accord avec le patron de l'entreprise, me demande de laisser le montage tel quel et de passer au projet suivant. Me sentant frustré avec un fort sentiment de devoir brider mon travail, je me confronte à plusieurs échanges assez électriques avec mes supérieurs. Mon maître de stage me sort ainsi cette phrase qui restera jamais ancrée en moi sur la vision du montage en entreprise. Tu ne fais pas du cinéma. Tu fais des vidéos pour Internet. Concrètement, cette phrase reflète parfaitement l'industrialisation de la vidéo. Qu'importe la qualité, s'il y a de l'argent en jeu, il sera davantage question de la quantité
est d'assurer des chiffres, des vues, des likes, de l'engouement pour générer du bénéfice, même si le spectateur n'est pas content et qu'on décide de lui manquer de respect parce qu'il va consommer. Et au-delà du manque de respect, c'est rabaisser le métier du monteur vidéo à un simple technicien qui exécuterait son travail de manière mécanique. Tuer le processus de la créativité pour assurer une quantité suffisante de vidéos dans les temps. Plus question d'émotion, plus question de rythme, plus question de structure, l'enjeu n'est autre que de la production en masse. Et avec une telle mentalité dans le monde du travail, le but du monteur est ici de générer des ressources pour une entreprise. On incite le monteur à délaisser sa passion et de faire disparaître la saveur du montage pour laisser place à toujours plus de vidéos que le spectateur va bêtement consommer. Que doit-on retenir de tout ceci ? Eh bien, je pense pouvoir résumer le contexte du métier du monteur vidéo au XXIe siècle en une phrase. Tout le monde peut faire du montage, mais tout le monde ne peut pas devenir monteur. En d'autres termes, il ne faut pas oublier qu'un monteur vidéo a besoin de plusieurs qualités pour bien exercer sa profession. Il a besoin d'une bonne organisation, d'être réceptif émotionnellement, d'avoir une bonne culture générale, d'être très patient lors d'un projet, d'être imaginatif et parfois persévérant. Il est tout simplement le premier spectateur de sa création. Et si le monteur ressent que son travail est bâclé, alors il est fort probable que son public en dise de même. Sans structure, sans méthodologie et sans réflexion émotionnelle, il est alors impossible de susciter l'attention de sa cible. Souvent rabaissé, souvent considéré comme un homme à tout faire et souvent dans l'ombre du réalisateur, le monteur ne doit pas être réduit à travailler comme un robot. C'est un métier qui ne demande qu'à être sublimé, pour son exigence, pour sa flexibilité, et pour ce qu'il est capable de raconter sur un écran. Vivre de cette passion-là est devenu une toute autre problématique qui fait le pont entre respecter l'artiste que l'on est et respecter le spectateur auprès duquel on s'adresse. Je dirais également que le montage doit être un plaisir. Il faut se sentir capable d'être curieux, d'essayer, de réessayer, d'adapter, de faire des choix, et de pouvoir se combler avec ce que l'on crée. Il n'y a pas qu'une seule manière de monter, parce que les possibilités sont infinies. Être monteur, c'est être capable de se satisfaire de ses idées, de ses décisions, et de constamment renouveler et d'améliorer sa connexion avec son public. Pour terminer cette vidéo, si j'avais un dernier conseil à vous donner, à tous ceux où l'art a un jour traversé votre esprit, que vous soyez architecte, peintre, musicien, acteur, écrivain, maquettiste ou même monteur tout comme moi, mon conseil serait le suivant. N'ayez jamais peur ni honte de créer, car votre créativité est le reflet de votre humanité. Par conséquent, n'ayez jamais peur ni honte de vous sentir humain.